Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette énième webconférence sur cette fois-ci la réponse immunitaire sur le SARS-CoV-2. Merci professeur Jean-Daniel Lelièvre de nous présenter cette réponse immunitaire. Merci de consacrer du temps aussi à ce que chacun puisse découvrir ce qui va se passer sur cette réponse immunitaire. On le voit d'ailleurs, hein, il y a tout un tas de tests qui se font chaque jour. Et du coup, on se demande si les gens vont pouvoir avoir la possibilité d'être immunisés ou non suite à tout ça. Dominique Salmon, qui est présidente du Corévi Île-de-France Sud, également présente. Bonjour Dominique, normalement ton micro est ouvert. Ça va? Voilà. Bonjour Jérôme, bonjour Jean-Daniel. Alors, bienvenue à tous. Juste en guise d'introduction, je voudrais vous présenter Jean-Daniel Lelièvre, que vous connaissez probablement déjà par ses travaux. Donc, Jean-Daniel est chef de service du service d'immunologie et maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor. Et il est également responsable et coordinateur d'un centre de recherche en vaccination qui s'appelle le VRI, Vaccine Research Immunity, je crois, ou quelque chose comme ça. Institute, voilà, Daniel. Et donc, il a beaucoup travaillé jusqu'à présent sur la vaccination VIH. Et donc, c'était vraiment la personne toute trouvée pour nous expliquer de façon la plus simple possible la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2. Vous verrez que c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui ont une bonne réponse, d'autres, c'est un petit peu plus déconcertant. Donc, merci Jean-Daniel de faire ce topo. Et puis, on a déjà discuté un petit peu en préalable à la réunion. Peut-être qu'on le réinvitera si vous avez des questions sur la vaccination. Voilà, donc à toi la parole. Et puis, préciser Merci également beaucoup. que Jean-Daniel fait aussi pas mal de visioconf, hein, et notamment sur son Facebook et notamment sur tout un tas de sujets qui sont très intéressants, liés évidemment au coronavirus. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour votre invitation. Et donc, je vais essayer de vous parler de la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 et vous montrer comment ce virus, comme d'autres virus, comme le virus VIH par exemple, est un virus en fait qui induit ce qu'on appelle une immunopathologie. Et donc, dans la réponse à cette infection, en fait, va induire une maladie. Alors, tout d'abord, des déclarations d'intérêt qu'il est toujours bon de rappeler, ce d'autant que j'ai travaillé pour Gilead et que vous savez que Gilead développe un médicament contre cette infection. Vous pouvez retrouver ma DPI intégrale, hein, sur les sites dédiés. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler qu'il existe différents coronavirus chez l'homme. Il existe 7 coronavirus qui sont susceptibles d'infecter l'homme, beaucoup plus chez les animaux, mais chez l'homme, il y en a 7. 4 d'entre eux sont à l'origine de pathologies bénignes, qui sont des rhumes, et 3 sont à l'origine de pathologies plus graves, qui sont assez proches les unes des autres, qui donnent des pathologies pulmonaires. Le SARS-CoV, qu'on appelle maintenant SARS-CoV-1, qui est responsable du SRAS, le MERS-CoV, et le plus récent, celui dont on va parler aujourd'hui, le SARS-CoV-2. Alors, le cycle viral du SARS-CoV-2 est un cycle relativement banal pour un virus ARN. Le virus va pénétrer à l'intérieur de la cellule grâce à son récepteur qui est l'ACE2. Ensuite, l'ARN va se retrouver dans le cytoplasme et va être dupliqué. Des protéines vont être formées et le virus va bourgeonner, ressortir de la cellule. Vous trouvez ici les principales cibles les principales cibles que vont cibler les molécules antivirales actuellement disponibles sur le marché, certaines que vous commencez sans doute à bien connaître, comme la chloroquine, l'hydroxychloroquine, le Kaletra, que vous connaissez bien également, et des molécules plus nouvelles, comme le Remdesivir, pardon. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt d'immunologie, donc je ne vous reparlerai pas de ces différentes molécules. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur l'immunologie actuelle contre le SARS-CoV-2 ? Il est important, dans un premier temps, de rappeler que après une infection, va se mettre en place ce qu'on appelle de l'immunité innée, c'est-à-dire
une immunité qui n'est pas spécifique de tel ou tel agent infectieux, mais qui va être plutôt spécifique du type d'agent infectieux. Donc, les bactéries vont induire plus tel type de réponse immunitaire initiale, les ARN, les virus, pardon, tel type, et en fonction des virus, s'ils sont ARN ou ADN, différents signaux à l'intérieur de la cellule. Quoi qu'il en soit, un des éléments majeurs, un des signaux majeurs induits après une infection virale, et notamment un virus ARN, et retenez bien que c'est important, notamment dans les virus ARN, c'est l'induction par la cellule d'une molécule qu'on appelle l'interféron. Alors l'interféron, il en existe différents types, les interférons de type 1, type 2, type 3, et en général, c'est les interférons de type 1 et type 2, dont vous avez sans doute déjà entendu parler parce que certains sont utilisés en thérapeutique, l'interféron alpha qui avait été utilisé par exemple dans le traitement de l'hépatite C ou de l'hépatite B, et l'interféron bêta qui est utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques. Cette synthèse d'interférons va en fait rendre les cellules qui sont à côté non permissives à une nouvelle infection virale. Et c'est de là d'ailleurs vient le terme d'interféron. Interféron, c'est interférence. Donc ça interfère avec une nouvelle infection d'une nouvelle cellule. Et suite à ce premier signal induit par l'interféron, les cellules macrophagiques qui vont venir aussi au site d'infection vont produire, après ce premier signal, la synthèse d'un certain nombre d'autres molécules, notamment de cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 1, l'interleukine 6, ou des cytokines qui sont anti-inflammatoires et qui vont permettre d'activer le reste du système immunitaire de répondre aux infections. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de l'infection par le SARS-CoV-2 ? Eh bien, il semble que dans le Covid-19, en tout cas dans les Covid graves, il semble que ces systèmes fonctionnent mal, avec peut-être pas assez de réponses protectrices et trop de réponses potentiellement délétères, qui sont représentées un petit peu schématiquement sur cette diapositive, mais on va revenir plus en détail sur les diapositives suivantes. Alors, prenons le cas de quelqu'un qui va développer une infection modérée avec simplement tousser un petit peu, un rhume, après être infecté par le SARS-CoV-2 qui va donc développer un Covid-19 peu important. Donc, qu'est-ce qu'on imagine qui se passe à l'heure actuelle ? Eh bien, on s'imagine qu'il y a une production d'interférons qui va être mis en place. Il va y avoir la production de ces différentes cytokines dont je vous parlais, l'interleukine 6, l'interleukine 1, et d'autres cytokines qui vont permettre de faire une balance avec ces cytokines dites inflammatoires. L'ensemble de ces mécanismes vont permettre une disparition du virus et des signes modérés des signes cliniques modérés et une guérison de la maladie. Alors ça, c'est ce qu'on imagine, ce qui se passe dans les formes modérées. En fait, on a finalement assez peu de données. Par contre, on a des données maintenant qui sont très claires dans les formes sévères. Et là, ça a été bien étudié. Et dans les formes sévères, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe deux choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'il y a un défaut de production de l'interféron. Donc l'interféron ne va pas être produit comme il est produit après une infection virale. Et notamment, ça a été étudié très récemment en regardant ce qui se passe après infection par le SARS-CoV-2 et après infection par la grippe. Et on voit que quand il y a une infection par la grippe et quand on fait ça au laboratoire, on a une grande production d'interférons et ce n'est pas du tout le cas dans le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est la première chose. Et comme il n'y a pas beaucoup de production d'interférons, il va y avoir une charge virale, une production de virus qui va être très importante. L'autre élément qui est important, c'est que alors qu'il n'y a pas de production d'interférons, à l'inverse, il va y avoir une production très importante de cytokines inflammatoires, notamment de l'interleukine 6, également de l'interleukine 1. Et donc, ces phénomènes vont s'auto-amplifier parce que la persistance du virus va induire
la persistance de cette réponse inflammatoire, et c'est l'ensemble de ces mécanismes qui vont donner des lésions pulmonaires. Et donc, on se retrouve ici dans un système où on n'est plus capable de répondre au virus de manière à faire disparaître le virus. Par contre, on va induire des cytokines qui, de temps en temps, en réponse normale, peuvent permettre de se défendre contre le virus, mais ici, ils vont avoir un effet délétère et ils vont aller détruire le parenchyme pulmonaire. Alors pourquoi ceci est intéressant? Parce que ça a des implications thérapeutiques dont vous avez sans doute entendu parler. Et si on reprend de manière schématique l'évolution de l'infection au cours du temps, on aura au début, dans les stades très précoces de l'infection, beaucoup de réplication virale chez les gens qui vont faire une forme modérée à sévère, et avec finalement assez peu de signes, mais le virus sera très présent et les patients seront très contagieux. Et dans un deuxième temps, on aura production de beaucoup de cytokines inflammatoires qui vont participer quand même au contrôle de la réplication du virus, mais qui vont s'auto-amplifier, qui vont être ici très importantes et qui, elles, vont participer aux signes que l'on va voir ici, qui sont les fameuses atteintes respiratoires qui mènent les gens en réanimation, enfin, en tout cas à l'hôpital, et en réanimation. Alors, en termes, évidemment, ceci, si la maladie ne se résout pas, va avoir tendance à s'auto-amplifier et les gens vont être de plus en plus inflammatoires. Alors, pourquoi ça c'est important à ce stade-là et pourquoi en termes thérapeutiques c'est important? Parce que vous le voyez, à ce stade-là, on aura tendance à avoir de moins en moins de virus et de plus en plus de réponses inflammatoires. Donc les stratégies seront différentes que celles qu'on va utiliser à une forme très précoce de la maladie, où on va avoir tendance à utiliser essentiellement des molécules qui vont combattre la réplication du virus. Et ici, on voudra avoir des médicaments qui vont combattre l'inflammation induite par le virus. Et ce sont les fameuses molécules dont vous avez sans doute entendu parler, qui vont bloquer notamment la production d'IL6 ou sa capture par leur récepteur à la surface des cellules. Et vous avez sans doute entendu parler d'un médicament qui s'appelle le tocilizumab. Alors, il y a un autre médicament qui va être intéressant et qui est utilisé, lui, à des phases sans doute plus précoces, qui est l'interféron. Et l'interféron bêta a été beaucoup utilisé au cours du SARS-CoV-2 dans les essais cliniques et en cours encore d'être utilisé, notamment dans l'essai Discovery, pour son effet antiviral. Donc voilà pour la phase un petit peu innée de la réponse immunitaire et ses implications thérapeutiques, immunopathologiques et thérapeutiques. Alors qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie d'une infection? Dans la deuxième partie d'une infection se met en place une réponse plus spécifique contre le virus. Et là, il y a deux types de réponses qui vont se mettre en place. Si rien ne se met en place, vous voyez ici une cellule cible qui est représentée en bleu, des virus qui sont représentés en rouge, la cellule va être infectée. Il y a deux types schématiquement de réponses qui se mettent en place. Les anticorps qui ont tendance à empêcher l'infection de la cellule par le virus et les lymphocytes TCD8 qui, eux, n'empêchent pas l'infection du virus, mais vont aller détruire les cellules qui sont infectées. Et enfin, des cellules que vous connaissez bien, qui sont les lymphocytes CD4, qui, elles, ont un effet d'aide, parce qu'on les appelait avant les lymphocytes T-helper, donc de aide en anglais, à produire d'un côté les anticorps et les lymphocytes TCD8. Donc, au cours de l'infection par le SARS-CoV-2, comme au cours de toute infection virale, on va vouloir regarder l'efficacité ou comment se déroule la réponse immunitaire spécifique, la production d'anticorps, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Alors, qu'est-ce qu'on sait tout d'abord de la réponse anticorps, parce que c'est la plus simple à étudier, contre les coronavirus non SARS, non MERS, c'est-à-dire les coronavirus banals. En fait, ça a été très peu étudié. On a quelques données de la littérature qui, comme vous pouvez le voir, sont assez
ancienne qui date maintenant de plus d'une vingtaine d'années. On sait que l'immunité de courte durée, elle est entre 5 mois et 1 an. Alors, comme ce sont des virus qui sont peu pathogènes, il y a eu des études de challenge viral, c'est-à-dire qu'on a infecté des gens avec ces virus pour voir un petit peu quels étaient les déterminants de la protection. Et vous voyez sur ce schéma-là, en blanc, c'est des gens qui, au moment où on les a infectés, avaient déjà des anticorps. Et ben, ces anticorps vont se maintenir tout le long de l'étude qui a été faite pendant 1 an chez ces volontaires. Et les gens qui avaient déjà des anticorps à J0, et ben, vous voyez qu'en fait, ils ne développent pas de maladie. Ceux qui n'en avaient pas à J0, ils vont développer des anticorps au cours du temps, mais entre-temps, ils vont développer un rhume. Et vous voyez que dans les deux groupes, les anticorps vont avoir tendance à diminuer au cours du temps. Et quand vous essayez de réinfecter les gens ici à 52 semaines, et ben ceux qui sont en noir ont plus d'anticorps que ceux qui sont en blanc vont être protégés contre le rhume, pas ceux qui sont en blanc, ce qui laisse vraiment suspecter que, enfin, il permet de conclure que les anticorps ont un effet protecteur et que malheureusement, la durée de la protection est relativement courte et inférieure aux alentours d'1 an. Alors, cette réponse anticorps a été étudiée évidemment aussi contre des virus plus graves et notamment contre le SARS-CoV-1, qui était le virus du SARS, qui était donc une maladie grave, mais qui fort heureusement a infecté très peu de gens, qui est apparu il y a une dizaine d'années maintenant, enfin presque une vingtaine d'années maintenant. Et lorsqu'on regarde la réponse anticorps contre le SARS-CoV-1, eh ben, on voit qu'elle apparaît en fait à 7 jours après le début de l'infection, qu'elle a vraiment un pic 3, 4, 6 mois après et qu'elle va persister 1 an, 2 ans. Puis vous voyez, à 4 ans, elle commence à diminuer de 50% et à 6 ans, elle n'est plus que de 9%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde ces anticorps, on regarde les anticorps de manière globale et puis ensuite, on va quand même s'assurer que ces anticorps ont une efficacité. Alors, dans le SARS-CoV-1, on ne peut pas regarder si ces anticorps ont été protecteurs puisque la maladie a disparu. Donc, on ne peut pas regarder chez les gens qui étaient infectés s'ils ont été protégés contre une nouvelle infection. La maladie a disparu. Mais on sait que ces anticorps, qui sont dits neutralisants, protègent contre des réinfections dans les modèles animaux. Autre chose importante à noter, c'est qu'il y a une corrélation entre la sévérité des symptômes et l'évolution du taux des anticorps neutralisants. En gros, plus les gens avaient des maladies graves, plus ils faisaient des anticorps précocement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le SARS-CoV-2? Est-ce qu'on commence à avoir des données sur la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 et notamment sur la réponse anticorps? Eh bien oui, ça c'est un schéma qui est sorti d'une étude qui vient de paraître dans le JAMA et on va le revoir après. Les anticorps apparaissent et ils apparaissent en général après 7 jours d'évolution et ils vont avoir un pic aux alentours de 3 semaines. Ici, vous voyez 2 types d'anticorps qu'on détecte habituellement après ce qu'on appelle une infection, une primo-infection avec un nouveau virus, les IgM qui vont avoir tendance à redescendre au cours du temps et qui normalement sont un signe de primo-infection, et les IgG qui vont, eux, perdurer beaucoup plus longtemps. Alors, si on fait la synthèse des différentes études qui sont actuellement disponibles, ce que l'on sait, c'est qu'on a une réponse qui est essentiellement de type IgG et la réponse IgM semble moins importante dans les différentes techniques, avec les différentes techniques qui semblent utilisées. Et comme vous l'avez vu sur la diapositive suivante, il semble que les IgM et les IgG apparaissent au même moment, ce qui n'est pas habituel pour une infection virale. En général, les IgM apparaissent avant et les IgG sont un petit peu retardés. Et ceci a des conséquences importantes dans les tests qu'on peut utiliser pour dépister ces anticorps. Comme je vous l'ai dit, le taux de séroconversion chez les patients symptomatiques
est important avec un pic à J14. Chez les patients qui sont moins symptomatiques, le pic d'anticorps semble décalé et il y a même des gens qui ne répondent pas en anticorps. Et les gens qui développent des anticorps lorsqu'ils ont fait une maladie très symptomatique développent des anticorps qui sont neutralisants. Les gens qui ont fait une maladie qui est moins symptomatique peuvent développer des anticorps qui ne sont pas forcément neutralisants. C'est ce que je vous ai marqué ici. Il y a une bonne corrélation entre les deux, mais essentiellement chez les gens qui sont symptomatiques. Des données très récentes semblent dire, encore une fois, que moins la maladie est grave, moins la réponse immunitaire, paradoxalement, semble bonne. Il existe aussi une bonne spécificité des anticorps et aucune réaction croisée n'a été observée avec des coronavirus saisonniers. Alors ça, c'est intéressant parce que, évidemment, si quand on fait un test avec ces anticorps, c'est croisé avec des virus qui se promènent en permanence dans la population générale, hein, les coronavirus qui sont responsables des rhumes sont très très fréquents, et ben, ça pose un problème énorme d'interprétation et il ne semble pas qu'on ait ce type de difficulté avec les anticorps dirigés contre le SARS-CoV. Et dernière chose importante, il semble que contrairement à ce qu'on peut voir avec d'autres pathogènes ou en vaccination, il y a une meilleure réponse avec l'âge. Et vous voyez ici, le taux d'anticorps est plus important chez les gens qui ont entre 60 et 85 ans que les gens plus jeunes, entre 15 et 39 ans. Et ça, c'est important, notamment dans les stratégies de vaccination, parce que vous savez que les sujets âgés, par exemple, répondent assez mal à la vaccination contre la grippe. Et il y a des gens comme les Anglais qui ont même des stratégies où ils ne vaccinent pas les sujets âgés, mais on va vacciner les sujets plus jeunes pour créer ce qu'on appelle une immunité de groupe. Là, on se dit peut-être que dans le SARS-CoV-2, on pourrait vraiment vacciner les gens qui sont les plus à risque d'infection. Alors, on va attaquer là un point un petit peu compliqué, qui est celui d'une réponse anticorps possiblement délétère. Je vous ai dit que les anticorps visaient à protéger contre une infection. On sait malheureusement que dans certaines infections, les anticorps non seulement ne protègent pas, mais peuvent être délétères, peuvent participer soit à la persistance de l'infection, soit à des signes cliniques. Ça a été montré dans des infections comme la dengue ou même dans le cadre de l'infection par le virus VIH. Et ça a été énormément décrit, ça a été très bien décrit dans les infections à coronavirus chez les animaux. Hein, je vous disais en préambule qu'il y avait des coronavirus chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Il y a plus de 200 coronavirus décrits chez les animaux. Et on sait très bien qu'il y a une réponse anticorps qui peut poser problème et induire de la pathologie, induire des mécanismes qui ne sont pas favorables dans le cadre des infections à coronavirus. Alors, est-ce que ça a été décrit chez l'homme? Oui, ça a été décrit avec le SARS-CoV-1 et ça a été décrit dans un modèle de vaccination chez le macaque. C'est une diapositive un petit peu compliquée, mais je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est important pour comprendre quelles peuvent être les interrogations et certaines hésitations, notamment ou certains questionnements autour du vaccin. Le macaque, c'est habituellement pas un bon modèle d'infection par le SARS. Pourquoi? Parce que le macaque va être infecté, il va répliquer beaucoup le virus, même malheureusement, enfin heureusement pour lui, mais malheureusement pour les scientifiques, il ne va pas développer les lésions pulmonaires qui sont caractéristiques de l'infection que l'on voit chez l'homme. Alors dans cette étude, qu'est-ce qu'il a été fait? Des macaques ont été vaccinés, ici en bleu, avec un vaccin un petit peu particulier qu'on appelle le vaccin MVA, peu importe, qui codait pour une protéine d'enveloppe, enfin une protéine qui est présente à la surface du virus, qu'on appelle la protéine S ou spike, qui est celle qui va être énormément
ciblées dans les stratégies de vaccination contre le SARS-CoV-1, mais également contre le SARS-CoV-2. Donc, les macaques vont recevoir 2 vaccins, soit avec un vrai vaccin qui code pour la protéine Spike, soit avec un vaccin qui ne code pas pour cette protéine, qui est le groupe contrôle. Et ensuite, 8 semaines après, ils vont être infectés avec le SARS-CoV-1. Et dans cette étude, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, c'est le taux d'anticorps dirigé contre cette protéine Spike. Et vous voyez que le vaccin est très efficace puisqu'il induit une très bonne réponse anticorps et que les singes qui ont été vaccinés avec le contrôle vont développer uniquement une réponse anticorps à distance, une fois qu'ils ont été infectés, vous voyez, une semaine ou 15 jours après, comme attendu après infection. Lorsqu'on va regarder le contrôle de la réplication du virus, eh ben on voit que la vaccination, et ça c'est les jours après infection, et vous voyez que la vaccination est relativement efficace et très efficace, parce que vous voyez que les singes qui sont ici en bleu contrôlent parfaitement la réplication du virus. Au début, il y en a, mais vous voyez, après, on n'arrive plus en détecter. Ce qui pose problème dans cette étude, c'est que vous voyez ici, lorsqu'on va regarder l'atteinte pulmonaire, et ici, ça va être une atteinte histologique, parce que les singes ont été euthanasiés, qu'on va regarder ce qui s'est passé dans leurs poumons, et ben vous voyez que ceux qui ont une plus grosse atteinte pulmonaire la plus importante et des modifications au niveau de leurs poumons les plus importantes, et ben, sont les singes qui finalement ont été vaccinés. Et en fait, on a retrouvé exactement le même type de choses si on n'utilisait pas cette fois-ci le vaccin, mais si on perfusait des anticorps avant d'infecter les singes. Et on a pu montrer que cet effet était lié à des modifications sur les macrophages alvéolaires des singes vaccinés qui perdent leur capacité de cicatrisation et qui ont un profil pro-inflammatoire. Donc on revient à ce que je vous disais au départ, qui produisent de l'interleukine 6. Et donc comme si ces anticorps participaient au mécanisme d'immunopathologie que l'on voyait au cours du SARS-CoV-1. Alors évidemment, ça pose problème et on est allé regarder si on pouvait retrouver ça chez l'homme. Alors chez l'homme, on ne peut pas évidemment faire exactement la même chose, mais ce qu'on a regardé, c'est simplement si on retrouvait le même effet in vitro. Hein, il y a une petite erreur sur ma diapositive, et on a récupéré des sérums de gens qui ont été infectés par le SARS-CoV, et on a montré que ceux qui étaient décédés du SARS-CoV, quand on mettait le sérum sur des macrophages au laboratoire, on retrouvait le même effet, on retrouvait une production d'IL-6, alors que ceux qui avaient guéri de cette maladie, eh ben, on retrouvait pas du tout cet effet-là. Et donc, comme si les anticorps qui étaient développés chez les gens qui allaient faire une forme grave étaient complètement différents de ceux que l'on retrouvait chez les gens qui allaient guérir. Alors, vous voyez que ça pose évidemment des questions d'une possible induction d'anticorps qui ont un effet délétère. Ça va dépendre de ce que l'on va mettre à l'intérieur d'un vaccin. Et puis surtout, vous voyez bien, ça va dépendre du type de modèle animal que l'on va utiliser pour regarder la réponse vaccinale, parce qu'on n'avait pas du tout cet effet dans les modèles chez la souris, mais l'immunologie de la souris, le système immunitaire de la souris est très différent de celui de l'homme. Alors, il y a l'autre réponse dont je vous ai parlé, qui est la réponse lymphocytaire T qui, lui, permet de détruire des cellules qui sont infectées. Ça a été étudié dans le cadre du SARS-CoV-1, et on sait que dans le modèle d'infection par le SARS, chez la souris, la réponse cellulaire, elle est nécessaire, elle est même suffisante pour contrôler la réplication du virus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'anticorps, mais peut-être que la réponse lymphocytaire T, à elle seule, est suffisante pour induire à la fois une guérison de la maladie et peut-être même une protection. Et ce qui est important, c'est que je vous ai montré tout à l'heure que la réponse anticorps semblait disparaître au bout de 3 à 4 ans dans l'infection par le SARS-CoV-1. On sait par contre que la réponse
cellulaire persiste beaucoup plus longtemps et jusqu'à 10 ans, en tout cas, peut-être même plus. 10 ans, c'est le maximum qui a été regardé chez certains patients. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la réponse lymphocytaire T contre le SARS-CoV-2 ? Pour l'instant, il y a eu très peu d'études parce que c'est beaucoup plus compliqué à étudier. Pour autant, on sait que cette réponse est très fréquente, mais qu'elle n'est pas uniquement contre la protéine S, qu'elle va toucher d'autres protéines du virus, la protéine M, la protéine N et la protéine NSP, qui sont d'autres protéines du virus, et que dans 100% des cas, ici c'était juste uniquement 20% des 20 patients qui avaient été étudiés, il y a une réponse CD4, il y a aussi une réponse CD8, et qui est donc dirigée contre toutes ces protéines. Alors ceci est intéressant parce que ça veut dire que cette réponse existe, qu'elle est peut-être importante et qu'elle explique aussi que des gens aient guéri en l'absence d'anticorps. Et dans des stratégies de vaccination, comme la réponse CD8 est dirigée contre tout un tas de protéines du virus, eh ben c'est bien de mettre sans doute la protéine Spike comme cible vaccinale, mais il faut peut-être mettre d'autres protéines. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante et qui était dans cet article. Je vous ai dit tout à l'heure que la réponse anticorps dirigée contre le SARS-CoV-2, elle était très spécifique du virus SARS-CoV-2 et elle n'était pas dirigée contre des coronavirus banals, voire même contre le SARS-CoV-1. Et donc ça, c'est important pour avoir un test, parce que ça veut dire qu'on va avoir des tests qui sont très fiables. Mais en termes d'épidémiologie de l'évolution de la maladie, c'est moins bon parce que on sait que si on avait eu un certain degré de cross-réactivité, ça permettrait de se dire que ça va être plus simple d'avoir une immunité, ce qu'on appelle de groupe, et d'éviter que cette maladie ne réapparaisse dans les années à venir si on n'a pas cette immunité de groupe qu'on pense qu'on n'aura pas avec le simple virus SARS-CoV-2. Et là, contrairement à ce qu'on a vu avec la réponse anticorps, il existe une réponse croisée contre les virus, les coronavirus responsables des rhumes banals. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être très intéressant de regarder, par exemple, chez les sujets contacts de gens qui ont fait un Covid, qui ne se sont pas infectés, qui ont fait une maladie peu symptomatique. Tout d'abord, s'ils ont des anticorps, ils n'auront peut-être pas des anticorps, mais ils auront peut-être eu une réponse lymphocytaire T liée au fait qu'ils ont été en contact avec d'autres SARS-CoV et d'autres coronavirus, pardon. Et si c'est le cas, c'est intéressant et c'est pour nous une manière de, en termes d'épidémiologie, c'est très rassurant parce que ça veut dire qu'il y aurait un degré de protection croisé et que sans doute on arriverait à se débarrasser probablement beaucoup plus facilement de ce virus en l'absence d'un vaccin qu'avec une seule réponse dirigée contre le seul SARS-CoV-2. Donc les messages à retenir qui sont parfois un petit peu compliqués évidemment quand on parle d'immunologie, je les ai synthétisés. C'est une maladie à forte composante immunologique, au moins dans les formes graves. Et donc ça, c'est une application thérapeutique. Et vous comprenez la place des immunomodulateurs dans les stratégies thérapeutiques qui ont pu être mises en place. Il existe une réponse anticorps notable, avec très probablement une protection par ces anticorps. Vous voyez que dans d'autres infections par coronavirus, ces anticorps sont protecteurs. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas dans le SARS-CoV-2. Il n'y a aucune, à l'heure actuelle, de démonstration de gens qui ont été réinfectés après un premier épisode d'infection par le SARS-CoV-2. Et l'existence d'anticorps délétères. Alors ça peut avoir un rôle et expliquer que certains gens fassent des maladies plus graves que d'autres, mais c'est surtout important dans un contexte vaccinal. Importante qui est cross-réactivité coronavirus banal et ce qui pourrait être plutôt une bonne nouvelle en termes d'épidémiologie.
je vous remercie et je vais essayer d'arrêter tout ça Merci beaucoup, Jean-Daniel. pour vous redonner si j'y arrive. Et non, je n'y arrive pas. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Très intéressant. Ça montre qu'il y a encore beaucoup aussi d'inconnus sur ce virus. Et est-ce que tu penses raisonnablement, enfin, si on peut résumer, est-ce que tu penses raisonnablement que ce coronavirus va suivre le même chemin que le SARS-CoV-1 ou pas? Enfin, Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SARS-CoV-1 a pu être rapidement maîtrisé. Enfin, on le pense pour du fait d'une caractéristique très particulière que je n'ai pas rappelé ici, c'est que les gens sont le plus infectieux au moment où ils ont le plus de symptômes. ouais, C'est-à-dire que la cinétique de la réplication du virus suit la cinétique des signes cliniques. Et donc, on a pu très rapidement isoler les patients et éviter la dissémination. Malheureusement, avec le SARS-CoV-2, c'est un petit peu différent et les gens sont très contagieux dès le début et voire même en phase pré-symptomatique. Alors, on a du mal pour l'instant à savoir quel est le pourcentage de gens qui transmettent à cette phase-là. Et c'est probablement à cause de ça qu'on n'est pas capable de déterminer avec précision les gens qui sont contagieux, qu'on a eu beaucoup plus de difficultés. D'où les stratégies très importantes à l'heure actuelle de dépistage des gens qui ont des symptômes et surtout de dépistage des gens qui sont autour, parce qu'ils ont pu contaminer des gens autour qui restent eux-mêmes très peu symptomatiques. Donc il va falloir que les gens autour soient très vite repérés, soient mis en isolement et qu'on puisse régulièrement les dépister pour s'assurer. Alors, on a quelques questions à te poser de l'Hôtel-Dieu. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui. J'essaie Alors, juste première. Ouais. de changer le Donc, fond d'écran. écoute, c'était vraiment très bien parce que c'est pas facile du tout, ces topos d'immunologie, et tu nous as fait un panorama très, très clair. Alors, Merci. première question, c'est dans les formes mineures. Oui. Effectivement. Notion de réponse immune différée, c'est possible? Oui, oui, il y a très clairement une réponse immunitaire qui est différée. Hein. Et ça s'est vu dans le SARS-CoV-1, ça s'est vu dans le SARS-CoV-2. Plus on est symptomatique, plus la réponse immunitaire va être précoce. Donc, si vraiment on veut s'assurer qu'on a été en contact ou pas, oui, il faut refaire une sérologie. Après, il faut quand même être rassuré. Vous l'avez peut-être vu, pour certains d'entre vous, j'ai écrit avec mon collègue Philippe Grimbert un éditorial dans Le Monde. C'est une maladie finalement qui va être très sévère dans certaines populations, mais pour la grande majorité de la population, c'est une maladie qui va donner des signes relativement peu importants, qui va être voilà, un rhume un petit peu compliqué, avec très peu de gens hospitalisés et très peu de gens qui vont être en réanimation. Et on est, à mon avis, sorti d'un paradigme individuel à un paradigme collectif. S'il faut se protéger, moi-même, j'ai eu le Covid, voilà, j'étais pas bien pendant une semaine, voilà, j'ai eu quelques douleurs thoraciques, et puis j'ai complètement guéri. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que s'il faut se protéger, c'est pas tellement pour soi, sauf évidemment si on a des facteurs de risque, c'est surtout pour les autres. Et ça, c'est une problématique, par exemple, majeure, si on regarde ce qui se passe dans toute la discussion autour
autour de remettre les enfants à l'école. Les enfants ne sont pas à risque de forme grave. Certes, il y a des maladies de Kawasaki, mais enfin, c'est très peu de cas. Et globalement, il n'y a aucune forme grave. Il y a eu un décès malheureusement en France de maladie de Kawasaki, mais quand on regarde dans le monde le nombre d'enfants qui ont été infectés, on ne voit pas. Par contre, si c'est mettre les enfants à l'école pour que les parents aillent travailler et que les grands-parents s'occupent des enfants après, là, il y a une problématique. Parce que les grands-parents, eux, sont à risque. Et donc, c'est cette réflexion globale sur la protection qu'il faut avoir et qui, je pense, ne passe pas encore assez dans les mentalités. D'accord, merci Jean-Daniel. Donc, pour la première question, ça vaut le coup pour les personnes qui sur les réactions. On voit maintenant des personnes, Covid, mineures ou majeures, et qui, à peu près à un mois et demi, font à nouveau des symptômes. Et donc, on a vraiment réfléchi entre nous. On manquait d'un immunologiste comme toi, d'ailleurs, pour essayer d'approfondir la réflexion sur ce qui se passe. Est-ce qu'à ton avis, c'est que c'est une baisse de l'immunité innée? Est-ce que c'est une réponse immunologique qui est retardée, qui fait que le virus, après avoir bien diminué, repart? Ou est-ce que ça serait au contraire une réponse immune du coup délétère qui ferait qu'ils font une immunopathologie en fait? Parce que souvent, on observe que ces personnes qui font des réactivations les font avec les mêmes symptômes. Ceux qui ont fait une anosmie refont une anosmie, ceux qui ont fait une pneumonie refont une pneumonie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? À ma connaissance, il n'y a pas eu de cas documenté de patients qui refont une pneumonie. Si, il y a eu dans l'article de Guy, tu sais, qui est des Coréens, il y a eu des pneumonies, et nous, on en a observé plusieurs, enfin, on en a observé quelques cas de gens même qui ont eu à nouveau besoin d'oxygène, tu vois. Voilà, alors après, c'est très compliqué, mais encore une fois, deux gens qui ont complètement guéri et qui ensuite ont refait une pneumopathie avec des documentations à chaque fois virologiques, moi, je demande à voir. Après, il y a eu, dans l'immunopathologie, il y a une évolution qui peut être retardée. Hein. C'est typiquement ce que l'on voit avec les Kawasaki. Les Kawasaki sont en général très souvent positifs plutôt en anticorps, parce que c'est une réaction immunopathologique qui est à distance de l'infection initiale. Et puis le troisième point, mais tout ça demande encore à être étudié plus en détail parce que très souvent, malheureusement, ces patients ne sont pas étudiés complètement d'un point de vue immunopathologique. Vous pouvez garder une certaine susceptibilité en termes de susceptibilité de vos cellules inflammatoires et puis être recontaminé par un autre virus qui est plus banal et avoir une espèce de réactivité à cet autre virus parce que vos cellules immunitaires étaient déjà préactivées, entre guillemets. Jean-Daniel, il y a une autre question donc, de Linda Bellarbi concernant donc l'étude publiée en mai 2020 sur JAMA. A-t-on regardé le titrage AC et avons nous déterminé donc les points forts donc répondeurs et si cette réponse donc d'anticorps est délétère sur donc le Covid, quelle serait donc la stratégie des essais vaccinaux contre le Covid? Alors là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'études qui sont publiées, donc je n'ai pas en tête celle qui est celle qui est dans le JAMA. Ce que je peux dire, c'est que en gros, si on fait la synthèse de tout ce qui a été publié en termes d'études, il y a, comme je le disais, une bonne corrélation entre le taux d'anticorps et le taux d'anticorps neutralisants. C'est plus compliqué d'aller rechercher une neutralisation, mais il y a, semble-t-il, même dans la quasi-totalité des études, une bonne corrélation entre les deux. Ça va dépendre aussi des tests qu'on a utilisés. Il existe 10% des gens chez qui on ne retrouve pas ces anticorps et qui guérissent peut-être avec des anticorps, avec une réponse lymphocytaire T. Et en termes de stratégie vaccinale, eh ben, si on regarde ce qui s'est passé dans le modèle singe avec le SARS-CoV-1, je pense qu'il
il est indispensable d'avoir des modèles animaux qui vont aller regarder l'effet également chez le singe et pas uniquement chez la souris. La souris ne développe pas ces modèles d'immunopathologie comme chez le singe, mais ça passe alors, par des mécanismes un peu complexes sur lesquels je n'ai pas voulu entrer en détail, mais c'est le récepteur au fragment FC des immunoglobulines qui est différent chez la souris et qui est plus proche chez le singe et chez l'homme. Et donc, développer uniquement des essais de phase 1, phase 2 en disant qu'il faut des anticorps dirigés contre les protéines spike et ne pas s'assurer qu'il y ait un effet d'immunopathologie dans le modèle singe, c'est à mon avis un petit peu difficile à envisager. Ouais. Ouais, sous-entendu. Jean-Daniel, je te passe une tech qui voudrait te poser une question. Bonjour, Marie-Pierre Pietri. Je voulais savoir si on doit faire une sérologie avant la vaccination, savoir si on a déjà des anticorps, voilà, quand on aura le vaccin, évidemment. Alors ça, c'est une vraie question. On n'en est pas là. Je ne pense pas. Enfin, on va voir. Il faudra sans doute faire une sérologie parce que les gens qui ont une réponse naturelle qui peut durer très longtemps, est-ce que c'est intéressant de la booster avec une vaccination? Ça, on sait pas. La problématique qu'on a, c'est qu'on connaît finalement assez mal l'immunité contre les coronavirus. On n'a aucun vaccin contre les coronavirus. Et donc ça, c'est une vraie question pour laquelle je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Et c'est comme, est-ce que, faut pas le dire comme ça, mais est-ce qu'il faut se protéger complètement quand on a été soi-même infecté? Alors là, oui, parce que c'est important de faire comprendre ça à tout le monde, mais est-ce que se réinfecter, s'il y a une deuxième vague, je ne sais pas, dans 6 mois, est-ce qu'avoir une nouvelle infection, ce n'est pas aussi une manière de booster son immunité? C'est possible, hein, c'est comme ça, vous savez que les réponses immunitaires se maintiennent, c'est souvent aussi avec des infections qui surviennent à bas bruit, comme ça qu'on explique le maintien de certaines réponses anticorps à vie avec des infections à bas bruit. Donc, tout ça est un petit peu, les données dont on dispose à l'heure actuelle permettent malheureusement pas de répondre à vos questions. Merci. Alors, une autre question donc, de Françoise. Qu'en est-on le taux de la fréquence donc, de mutation du virus, comme il a été décrit en 2003 sur le SARS-CoV-1 murin avec 1,3% sur 1300 nucléotides qui induisait donc près de 25% de mutations sur l'ensemble donc, du génome? Alors là, je vais faire une précaution oratoire, mais qui, je pense, est indispensable parce que beaucoup de mes collègues interviennent à la télévision, dans les médias ou autres, en dehors de leur domaine d'expertise. Moi, je suis un immunologiste, je connais très bien l'immunologie, très bien la vaccinologie, je ne suis pas un virologue, et donc je ne saurais te répondre précisément. Ce que j'ai lu et ce que j'ai compris de l'évolution du SARS-CoV-2, c'est que là, vous avez vu, on a déjà décrit différents sous-types de SARS-CoV, mais que le taux de mutation semble relativement peu important et en tout cas ne semble pas impacter la réponse immunitaire. Et donc, en gros, si moi je développe des anticorps contre le coronavirus qui se promène actuellement en France, je suis probablement protégé contre celui qui se promène en Chine. Et voilà, mais pour avoir une réponse plus précise, il faut vraiment demander à un virologue. Très bien. Une autre question donc, concernant donc les tests sérologiques qui sont pratiqués donc, à l'AP-HP, leur fiabilité, leur spécificité, et en gros, donc, tu en penses quoi? Alors, la spécificité, je vous l'ai dit, semble très bonne. La sensibilité aussi, mais voilà, la sensibilité va dépendre, et c'était la question initiale de Dominique, du moment auquel vous faites votre test. Si vous venez juste d'avoir des symptômes, si vous commencez à avoir le nez qui coule, ces tests vont dépister essentiellement des IgG
et ce sera négatif. Si vous êtes vraiment à distance d'une infection, oui, là c'est très sensible, très spécifique, avec encore une fois la réserve que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il semble que ce soit les gens les plus symptomatiques qui fassent le plus rapidement et le plus haut taux d'anticorps. Donc, vous pouvez très bien avoir fait un Covid et ne pas développer une réponse anticorps, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé. Et d'où l'intérêt, là, peut-être, de faire des tests de réponse lymphocytaire. Une dernière question, Jean-Daniel. A-t-on fait une étude HLA entre patients sévères ou non, et en non sévères, puisque la réponse cellulaire étant HLA dépendante? Non, on ne l'a pas fait. Il y a quand même, il faut savoir que les virus quand même codent pour énormément de protéines. Donc tous les HLA sont capables de répondre contre différentes protéines du virus. Évidemment, ça peut être comme le virus VIH que vous connaissez très bien ou contre d'autres virus, certains HLA qui sont préférentiels. Ça, on ne le sait pas pour l'instant, mais de manière plus globale, si on regarde l'ensemble des gens qui sont à risque de cette maladie, à la fois d'attraper la maladie et de développer des formes graves, il semble qu'on soit moins sur une réponse adaptative, donc anticorps, réponse T, que sur des problèmes d'immunité innée. Je m'explique. Les gens qui sont à risque sont les sujets âgés. Les sujets âgés ont plus d'inflammation spontanément que les sujets plus jeunes. Les hommes sont plus à risque que les femmes. Les hommes font plus d'inflammation de base que les femmes. Les obèses sont plus à risque que les non-obèses. Les obèses font plus d'inflammation de base que les non-obèses. Les sujets aux États-Unis, les noirs, les sujets hispaniques font plus d'infections que les sujets blancs. Il a été très clairement démontré qu'ils ont plus d'inflammation de base. Donc, il semble que ce soit vraiment l'immunité innée qui pose vraiment problème dans cette pathologie. Très bien. Merci beaucoup, professeur Jean-Daniel Lelièvre, de nous avoir présenté cette immunité. C'est un sujet qui n'est pas simple, et puis où il y a encore pas mal de zones d'ombre. Jean-Daniel, j'espère qu'on pourra se retrouver sur la question du vaccin, qui est une vraie Avec question, plaisir. et dont d'ailleurs tu es aussi spécialisé sur tout ce qui est vaccin. Merci à tous d'avoir suivi cette webconférence une fois de plus. On se retrouve donc mardi prochain à 11 h pour un nouveau sujet qui vous sera communiqué très prochainement. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.